Votre rébellion, vous, Jean, Oui. elle est passée par l'écrit et par la diplomatie. Oui. Pourquoi elle n'est pas passée par les pierres, les mains, comme certains héros de votre jeunesse, peut-être? Écoutez, je vais vous raconter une autre anecdote pour vous montrer mon incapacité. Chacun a reçu des dons différents, d'abord. Ça, c'est la réponse la plus banale qu'on puisse faire, mais qui est vraie. Moi, j'ai le don, j'aime écrire, je sens que je peux écrire, je sens que les livres ont un impact, D'ailleurs, on en a fait un film, hein, d'un de vos livres. C'est ça. Qui s'appelle We Feed the World. We Feed the World, oui. Alors ça, c'était incroyable. Sur une planète qui l'empire permet de la nourrir honte. 12 milliards d'humains, chaque enfant qui meurt de faim est en réalité assassiné. Oui. Inspiré du livre de Jean Ziegler, L'Empire de la honte, ce documentaire autrichien est hallucinant et sans concession à l'égard de la mondialisation alimentaire. En point d'orgue, le cynisme de notre système, épinglé avec la plus grande candeur par le président directeur général de Nestlé. Où le plus grand cynisme, c'est selon. Dazu müssen wir ein positiveres Weltbild schaffen für den Menschen. Und ich sehe absolut keinen Grund, warum wir nicht positiv über die Zukunft sein können. Wir haben noch nie so gut gelebt. Wir hatten noch nie so viel Geld. Wir waren noch nie so gesund. Wir haben noch nie so lange gelebt wie heute. Wir haben alles, was wir wollen. Und trotzdem psychologisch in einer Trauerstimmung. Vous avez rencontré Che Guevara? Oui, parce que j'ai été son chauffeur pendant 12 jours à Genève quand il est venu. Enfin, je l'avais rencontré, j'ai grandi dans les jeunesses communistes en France, donc ça m'a beaucoup influencé. On a fait 2 voyages à Cuba, couper la canne. Et ensuite, la délégation cubaine est venue pour la conférence internationale du sucre à Genève. Quand Che Guevara était ministre? Quand lui était ministre de l'Industrie. Et moi, j'avais une petite voiture Maurice noire d'occasion. Et j'ai été le chauffeur du Che pendant 12 jours. Et le dernier jour du départ, j'ai pris tout mon courage dans mes 2 mains et j'ai dit, commandant, je veux venir avec vous. C'est vrai? Ben oui, je veux venir avec vous. Alors il m'a amené devant la fenêtre au 8e étage, là c'était la nuit, mais on voyait toutes les réclames lumineuses des banques, des bijouteries. Il m'a dit, tu vois cette ville? J'ai dit oui. C'est le cerveau du monstre, c'est là où tu es né, c'est là où tu dois lutter. Et il s'est retourné, il ne voulait plus me parler. Alors moi j'ai été évidemment très très blessé. Je me suis dit, mais il me prend pour un petit bourgeois, totalement, ce qui était probablement vrai, totalement inutile. Mais rétrospectivement, il avait évidemment 1000 fois raison. Parce que militairement j'étais nul, aucune formation, alors que comme parlementaire de la gauche socialiste, comme écrivain, comme professeur, je ne dis pas que j'ai été très utile. Mais vous avez plus d'impact. Oui, on ne peut jamais savoir les fruits. Donc le Che saved your life. Ça, c'est certain. Est-ce que vous avez senti chez cette personnalité quelque chose de fort? Vous avez ce qu'on appelle le charisme. Oui. Il rentre, je me tais. Vous avez senti ça chez ce personnage ou pas? C'est difficile à répondre. D'abord, il était froid, ironique, très ironique, très attentif aux autres. Il parlait le minimum. Ce qui m'a frappé, il était frêle, il n'était pas grand, il respirait pas la vitalité. Bon, il toussait beaucoup parce que c'était. Mais il était d'une acuité intellectuelle, mais incroyable. Qu'est-ce que je peux faire, moi, Jean? Mais en tout cas... Pour que... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tous, individuellement, pour que les enfants cessent de mourir de faim? Parce qu'elle est là, la vraie question, non? Oui, elle est absolument là. Vous avez raison. Bon, d'abord, en démocratie, il n'y a pas d'impuissance.
La Belgique est une vraie démocratie, donc on peut tout faire en démocratie. Par exemple, une des raisons qui fait que l'agriculture africaine est par terre, c'est le dumping agricole, c'est-à-dire les États industriels ont payé 349 milliards de dollars comme subside à la production et à l'exportation à leurs paysans. Ce qui fait que sur n'importe quel marché africain, vous pouvez acheter des fruits, légumes, poulet, etc., italiens, belges, portugais, espagnols, à moitié ou au tiers de prix du produit africain équivalent. Et quelques kilomètres plus loin, vous avez le paysan Wolof ou tout couleur avec sa femme, ses enfants, sous un soleil brûlant, 12 heures par jour. Il s'épuise au travail et il n'a pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital. Alors, ce dumping agricole de l'Union européenne, qui est meurtrier, peut être arrêté demain matin par le Conseil des ministres qui se réunit à Bruxelles. Si les Belges, les Français, les démocrates se mobilisent par tous les moyens démocratiques constitutionnellement à disposition et forcent le ministre de l'Agriculture de voter pour la suppression du dumping agricole. Et il doit obéir en démocratie, autrement il n'est plus ministre et son parti n'est plus au Parlement. Okay. Ça, je peux l'obtenir. Vous venez me dire que Sarkozy et Merkel en 3h30 avaient trouvé 1700 milliards. 1700, oui. Si on a pu trouver 1700 milliards pour les banques, on pourrait trouver les milliards pour la dette du tiers-monde, pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors pourquoi ne veut-on pas libérer l'Afrique et le tiers-monde? Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Mais les sociétés minières internationales font des profits astronomiques. C'est des sociétés canadiennes, américaines, françaises, belges aussi. Quoi, c'est toujours les mêmes, c'est Exxon, Total... Oui, c'est toujours les mêmes. C'est les sociétés minières de Colbési, ailleurs. Il est évident que ces sociétés-là n'ont aucun intérêt qu'une démocratie congolaise naisse, ou même qu'un État national, même s'il n'était pas démocratique, forte, enfin solide, naissent capables de négocier. Vous comprenez là? Ah non, mais angalia kule naul. À moins de cool. Hein? Et vous êtes responsable, muito. Qui est le responsable? Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Eh, Kouyok. Et l'autre en babouche, viens. Muito va chinois au Kouyok. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with these clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, j'ai dit ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs, le moins payé, c'est $300. Alors maintenant, Amérique du Sud, voilà la Bolivie, où se crée un miracle. À savoir que tout ce qui se passe au Congo ne se passe pas en Bolivie. Les Blancs sont 13% sur la planète. Hein. C'est dingue. On a l'impression qu'on dirige tout. Hein. Pas l'impression, c'est vrai. Les multinationales occidentales sont les maîtres du monde. Et vous avez dit tout à fait justement tout à l'heure, ce qui tient du miracle, le deuxième pays le plus pauvre d'Amérique latine. Ils élisent le premier Indien qui est jamais devenu depuis 500 ans président d'un pays, président d'Amérique latine, dans une élection tout à fait libre. Et Evo Morales Aima, ce n'est pas un intellectuel urbain déguisé en Indien et qui fait un discours indigéniste comme il y en a d'autres. C'est un paysan. Un paysan indien, il parle mal, il est ennuyeux quand il fait des discours, il parle doucement comme un Indien, vraiment discrètement, etc. Une merveilleuse gueule d'Aymara avec un nez proéminent, des cheveux noirs, tout ça. Eh bien, ces peuples du silence, complètement niés dans leur existence par les oppresseurs, arrivent au pouvoir.
par élection. Le 1er mai 2006, il décrète la souveraineté énergétique, c'est-à-dire l'armée bolivienne qu'il a épurée avant, qu'il a chassé les vieux généraux, occupe les principaux champs pétroliers et champs gaziers du pays. Il reprend ce qui lui Il appartient. reprend ce qui est à son pays. Mais c'est légal? Il a créé cette légalité. C'est moralement totalement légal. Nous sommes ici pour continuer à récupérer nos ressources naturelles et pour consolider la nationalisation et la récupération des entreprises d'État. Les sociétés multinationales payées au trésor bolivien comme taxes et impôts 5% de leurs revenus et gardaient le 95%. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. 82% des revenus pétroliers, minéraux et gaziers, 82% vont à la Bolivie et 18% vont aux sociétés étrangères. Ils sont en train d'extraire le pétrole qui continuent comme société de service. Maintenant, ils travaillent comme société de service. Donc la Bolivie est devenue en un jour un pays riche. En un jour, un pays riche, et maintenant, ces milliards de dollars qui affluent dans les caisses sont transformés en programme Desnutrition Zéro, c'est-à-dire contre la mort enfantine par sous-alimentation, en réseau hospitalier, en assainissement de l'eau, en agriculture vivrière. Vraiment pour la quinoa, formidable. Formidable. Et pourquoi partout Et l'argent... ça à cause de cette formidable résurgence mémorielle, que la mémoire blessée, silencieuse, réduite au néant par le colonisateur et ensuite par ses successeurs créoles et ensuite par les sociétés multinationales, tout à coup les Quechua, les Moxos, les Guarani, les Aymara ont pris possession de leur identité. Vous faites quoi comme bilan, Jean? Vous disiez au début, finalement, oui. ma vie est un immense échec professionnel, puisque à partir du moment où j'ai commencé à être rapporteur jusqu'à aujourd'hui, la faim dans le monde a doublé. J'aime bien notre discussion parce que vous posez des questions vraies, c'est pas du tout... Mais cette question-là, je m'interdis à me le poser. D'abord, chacun doit faire ce qu'il peut là où il est, chaque instant. Échec, oui, bien sûr, de mon travail, mais du moment que j'ai fait ce que j'ai pu... Mais voilà. Tu comprends Il y a une phrase de vous que j'adore, Jean, je veux enfin vous la dire. Dis-moi. C'est que vous avez dit, effectivement, ça pourrait être un échec parce que ça a doublé. Ça l'est, les gens meurent, terminé. Mais au moins j'ai gueulé. Vous avez dit ça. Oui. Et j'adore ça. Mais au moins j'ai gueulé. Oui, gueuler, au moins j'ai pensé, j'ai fait ce que... Il y a une anecdote de Bertolt Brecht qui, vers la fin de sa vie, se promène dans Berlin, etc., avec un vieux camarade. Et le camarade lui dit, écoute, tu as lutté. Tu as lutté. Et finalement, vers la fin de ta vie, à quoi ça a servi? Et Brecht lui répond, il faudrait presque le dire en allemand, ohne uns hätten sie es leichter gehabt. Sans nous, eux, en face, ils auraient eu la vie plus facile. On les a gênés. Au moins, on les a gênés un tout petit peu. J'aime beaucoup. Voilà. On est arrivé à la foire. Oui, c'est là la foire.